Bienvenidos todos los participantes. Bienvenue à tous les participants à ce symposium du Fonds éducatif IAS, organisé en collaboration avec l'Association panaméricaine d'infectologie 2021. Titre: L'ère de la pandémie, les réponses au VIH en Amérique latine et aux Caraïbes. Nous avons collaboré avec les centres GESCO de Haïti. Pour notre région, il est très important de pouvoir organiser ce symposium de manière hybride pour la Réunion des Amériques et créer des liens dans notre région des Caraïbes. Ce symposium a pour objectif de discuter les principaux défis, les enjeux, les mises à jour récentes concernant la réponse au VIH en Amérique latine et aux Caraïbes suite à la pandémie du COVID-19. Au cours de cette réunion, nous allons aborder 3 thèmes principaux: la COVID-19, le VIH, pour travailler vers un futur post-pandémique, les luttes contre les co-infections VIH, tuberculose, et nous nous centrerons sur ce qui compte le plus, les populations et la prochaine génération. Aujourd'hui, pendant la première partie de notre symposium, nous allons nous concentrer sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la dynamique du VIH dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Et pour cela, nous avons invité plusieurs professionnels de la région qui vont faire des présentations concernant ces thèmes. Après ces présentations, vous, le public, vous aurez la possibilité de poser des questions aux panélistes. Nous espérons que le programme que nous avons préparé vous intéressera et sera intéressant et utile pour votre travail au quotidien. Nous allons maintenant donner la parole au docteur Jean-William Pape, qui est le directeur du Centre GESCO et qui va être le modérateur aujourd'hui. Monsieur William Pape, vous avez la parole. Thank you, Monica. Merci, Monica. Bonjour à tous. Cette séance qui va porter sur le VIH et la COVID-19 pour travailler sur le monde après la pandémie est pleine d'espoir, puisque actuellement le monde traverse encore la pandémie de COVID-19 avec des variants qui deviennent de plus en plus virulents. Et le monde entier n'est pas encore à un bon niveau de vaccination pour pouvoir freiner cette pandémie et son impact. Notre organisation, l'organisation panaméricaine, a fourni des données sur l'impact du COVID-19 sur l'HIV. Il y a eu une enquête sur 28 pays qui va suivre l'impact du COVID-19 sur les services de l'HIV. Et nous avons travaillé pendant la première partie de 2020 et la bonne nouvelle, c'est que les pays ont commencé à remonter la pente. Nous avons 5 panélistes qui vont nous présenter des données concernant leur pays et leur région et qui vont nous parler de l'impact du COVID sur le traitement de l'HIV. Bien, maintenant, je vais vous présenter une petite organisation pour notre transmission en direct. Vous êtes tous en muet. L'interprétation aura lieu en français, en anglais et en espagnol. Elle est à votre disposition. Elle est pour tous ceux qui sont connectés. Vous devez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez écouter les présentations et les discussions. Et pour ceux d'entre vous qui sont présents ici dans la République dominicaine, toutes les séances se feront en espagnol. J'invite ceux qui sont connectés virtuellement à se présenter dans le chat. C'est un chat interactif qui se trouve en bas de votre écran au centre et vous verrez que ces messages vont apparaître.
Donc, écrivez votre nom, l'organisation à laquelle vous appartenez, le pays dans lequel vous travaillez, et nous profitons de cette opportunité pour faire connaissance. Utilisez ce même tableau du chat pendant les questions et vous aurez un temps de réponse après ou un temps de questions et de réponses après chaque présentation. Et donc, vous pourrez envoyer vos questions dans ce chat. Nous voulons aussi remercier Pip, Helper, Meshap et Don et Gilead Science pour leur soutien pour ces réunions virtuelles et qu'ils ont rendu possible grâce à leur soutien. Nous allons maintenant vous présenter notre offre pour devenir membre, pour vous affilier comme participant actif de l'IAS pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Vous pouvez devenir membre à la Société internationale sur le sida, l'IAS, gratuitement. Pour devenir membre, il vous faut compléter l'enquête. Après notre symposium, vous allez marquer vous allez cocher dans l'enquête la case indiquant que vous souhaitez devenir membre. Si vous êtes déjà membre, votre affiliation sera prolongée d'1 an. Tout cela fonctionne et est accrédité grâce au CME. Pour savoir comment obtenir votre certificat CME, vous devez entrer en contact avec iasedu@iassociety.ong. Bien, maintenant, j'ai le plaisir de présenter nos intervenants de la première séance de la journée. Alors, d'abord, nous allons entendre Omar Sued, qui a été directeur du département de recherche de la Fondation WestPed en 2012 et jusqu'à l'année 2021. Il s'agit d'un institut de recherche sans but lucratif qui existe, qui a plus de 150 employés et qui se consacre pour faire de la recherche clinique sociale et internationale, qui propose des recommandations et des services de santé publique dans le domaine de l'infectologie, du VIH et de la santé sexuelle et reproductive. Il se focalise sur l'innovation et le soin des personnes atteintes de VIH et qui travaille sur les thérapies antirétrovirales doubles et la santé de ces personnes. Il a été le président de la Société argentine d'infectologie jusqu'à l'année 2021 et il a été le trésorier pendant la période de 2015-2019. En 2016 et 2021, il a été président du Conseil national de maladies infectieuses. Il a appartenu au comité présidentiel d'experts pour la réponse au COVID-19 en Argentine jusqu'à sa nomination comme conseiller de traitement pour le VIH dans les Amériques au bureau régional de l'OMS pour les Amériques, Organisation panaméricaine de la santé, en juin 2021. Donc, le docteur Sued nous présentera les dernières mises à jour concernant la prévention et le traitement du VIH dans les Caraïbes et l'Amérique latine. Docteur Sued, vous avez la parole. Buenos días. Bonjour à tous. Cette année, cela fait 40 ans qu'on a commencé à travailler sur le VIH, ce virus qui s'est transformé en une des pandémies les plus terribles du XXe siècle et qui a eu un impact direct sur la façon dont nous avons des relations aujourd'hui. La crainte, la discrimination ont été les premières réactions, la négation, les théories conspiratives ont suivi aussi toute cette pandémie à l'époque et la transmission sexuelle a impliqué l'utilisation de systèmes pour lutter contre la transmission de ces maladies sexuelles. Ensuite, on a découvert l'agent causal de cette maladie. On a mis 15 ans à découvrir un traitement qui finalement change la vie des personnes.
nous pouvons dire que le thème de indétectable est égal à intransmissible indique qu'il est important de commencer le traitement de manière précoce pour maintenir une vie longue et de bonne qualité et éliminer ainsi toutes les craintes de la transmission et de la discrimination, puisque le VIH était un des motifs principaux de ce type de crainte. À chaque congrès, on continue à chercher avec un certain optimisme à avancer. On essaye de voir comment les vaccins évoluent et les attentes et l'espoir qui peuvent exister pour trouver des solutions dans ce sens. Et les avancées concernant le VIH ont été assez lents si on compare cela avec la pandémie du COVID, pour lequel nous avons déjà un vaccin efficace. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les outils efficaces qui vont nous permettre d'éliminer le VIH dans quelques années comme problème de santé publique si nous pouvions débloquer les barrières qui existent pour les mettre en œuvre. On peut dire que la seule raison pour laquelle le sida continue à être une pandémie et cette brèche qui continue à s'élargir entre ce que l'on sait, entre les choses que l'on pourrait faire et les possibilités de les mettre en œuvre. Et cela arrive en Amérique latine. On a pu avoir un leadership important avec le début des programmes nationaux de traitement au début des années 90. On a beaucoup plus de préoccupations au niveau mondial puisque le nombre de cas du VIH a été réduit de 20%, de 23% même en 2010 par rapport à l'année 2010. En Amérique latine, ce rapport de cas a augmenté de 21%. Et les maladies associées au VIH ont augmenté de 7%. Le VIH en général a baissé seulement de 8% comparé aux 39% au niveau mondial en Amérique latine. Il faut continuer à se concentrer sur ce qui est important. Dans la plupart des pays, les épidémies existent dans les populations clés. L'année dernière, 44% des nouvelles infections se sont concentrées spécifiquement sur les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et cela est arrivé dans tous les pays, mais 50% de la mortalité continue à se concentrer dans les grandes villes. La prévalence du VIH entre les hommes ayant des relations entre hommes et les femmes et trans est beaucoup plus élevée et nous devons donc concentrer nos actions sur cette population. La transmission mère-fille continue à être importante. Cuba a travaillé là-dessus, mais dans nos pays, le taux de transmission verticale en Amérique latine est de 15%, très élevé si l'on tient compte des antécédents dans les autres régions et si on tient compte des traitements qui existent. La question des migrations a un impact important. En Amérique latine, cela a toujours été associé à une plus grande vulnérabilité, une plus grande transmission. Mais à cause de la crise au Venezuela, avec plus de 5 millions de personnes déplacées, dont beaucoup étaient atteints du VIH, qui sont allés chercher ailleurs, qui sont sortis de leur pays pour aller chercher un traitement en collaboration avec l'OMS, on a pu donner une certaine continuité au traitement de ces personnes dans ce pays. Et dans ce contexte, face à cette pandémie que nous vivons actuellement, nous devons identifier les opportunités qui existent pour éliminer le VIH comme une menace de notre santé publique. Et c'est pour cela que nous devons nous concentrer spécifiquement sur la prévention, le début précoce du traitement et le test. Quand on parle de test, on parle aussi de autotest. C'est incroyable qu'une personne atteinte de VIH puisse connaître son statut où elle le veut, quand elle le veut. Et on a, pour le cas des femmes enceintes, un système d'autotest de grossesse qui existe depuis l'année 1965, qui n'a pas pu être mis en œuvre pendant 13 ans parce qu'on interdisait son interdiction de peur que les personnes l'utilisent de manière erronée. Aujourd'hui, plus de 80% des femmes font leur diagnostic de grossesse chez elles sans complications et il devrait s'agir de la même chose pour le VIH. Ce test doit être disponible. Le volume de tests d'analyse doit être multiplié
par 10 au moins pour que l'on puisse avoir un taux compatible avec le taux de traitement pour éliminer ce virus. Il y a aussi d'autres formes pour faire des analyses sans grand investissement qui sont les tests focalisés. Par exemple, ce test qui a commencé à être utilisé en Amérique latine, au Mexique par exemple, qui permet de connaître 28% des cas, et les tests à domicile aussi sont très utiles, ou les tests dans les zones de travail sexuel où il y a des travailleuses sexuelles auprès de personnes qui n'ont jamais fait de test de sida. Donc, si cette personnes sont testées et si elles ont une sérologie négative, c'est le moment de les mettre en contact avec le service de prévention. À ce moment-là, au niveau de la prévention, il faut ajouter la prophylaxie pré-exposition qui a eu une participation active au Brésil, au Pérou, en Argentine, au Mexique. Et il y a un réseau important dans ce sens de PrEP et seulement peu de personnes utilisent le PrEP finalement au Brésil. Et il faut continuer à augmenter la connaissance, la demande et le plaidoyer des personnes de ces pays. C'est très important que les fournisseurs analysent aussi les barrières qui existent et les préjugés qui existent dans ce sens pour pouvoir continuer à soutenir ce traitement de prévention. Face à un résultat positif du sida, il faut commencer de manière rapide et urgente un traitement efficace et sûr. Et cela est possible aujourd'hui grâce à un traitement basé sur les inhibiteurs de l'intérase. Et il y a une série de médicaments qui nous permettent d'avoir un traitement 42% plus efficace pour supprimer la charge virale par rapport à ce que l'on utilisait auparavant, et cela offre un traitement ou donne accès à des formulations d'inhibiteurs d'intérase avec un seul comprimé et $5 par mois. Donc, l'utilisation de ces traitements a permis d'optimiser plus de 85% du traitement avec un seul comprimé par jour et une évaluation ponctuelle de l'efficacité du traitement qui est en général de 37% chez ces personnes. Si on augmentait ces 3 interventions seulement, on pourrait réduire à 75% les nouveaux cas de VIH dans notre région en peu de temps. Et pour cela, on a besoin de la participation de la communauté, d'une participation formelle des organisations de la communauté et de la communauté homosexuelle et la fourniture de ces interventions dans les centres de santé. Nous avons besoin d'un engagement fort, d'énergie, de ressources pour réaliser ces interventions. Mais nous avons besoin aussi de la proposition et de tout le monde et de la réclamation de la communauté en général pour demander et d'avoir accès à ces traitements et éliminer le VIH pendant la pandémie et après la pandémie de COVID, parce que cela dépend seulement de nous tous. Merci beaucoup. Nous espérons que nous pourront donc continuer à travailler dans ce sens. Je vous remercie. Muchas gracias, Omar. Merci beaucoup, Omar. Dan unos segundos, por favor. Vamos a continuar Bien. con el Dans programa. quelques secondes, Ahora nous me poursuivons permiten, notre programme. introducir a Je vais nuestra maintenant siguiente présenter notre prochaine intervenante. conferencista en la mañana de hoy. Para mí es un placer Pour introducir moi, a la doctora c'est un grand plaisir de présenter le docteur Marie Deschamps. Marie Deschamps est vice-directrice du centre Gesquio de Haïti y et disculpen que tengo un problema aquí con la conexión y no. excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. No, de repente se me está-
Disculpen, vamos a continuar. Excusez-moi, Jefa del programa de salud de la mujer y la c'est directora fondamental pour le programme de la santé, directrice de l'unité de recherche GIESCO. Madame Descamps est diplômée de l'Université d'Haïti en 1979. Elle a obtenu son postdoc dans le NIAID et dans le Centre de contrôle de maladies CDC. Elle est auteure de nombreuses publications révisées par les pairs et surtout des études cliniques et d'intervention sur le VIH et ses co-infections. Sa recherche a été centrée sur les problèmes de santé de la femme et sur le VIH-Sida chez les femmes haïtiennes, y compris les facteurs à risque pour la transmission hétérosexuelle, les programmes de prévention du VIH pour les femmes et des stratégies de thérapie antirétrovirale pour les femmes enceintes pour prévenir la transmission du VIH de mère en enfant. Le docteur Deschamps a reçu de nombreuses distinctions pour sa contribution à la recherche sur le sida, y compris la Légion homérique du président Chirac en 2004. Le prix accordé à Dr Deschamps était Ati, Trésor national vivant en 2008. Le prix Gates pour la santé mondiale 2010 et dans cette occasion, le docteur Deschamps nous présentera la prestation des soins à Haïti, la combinaison idéale pour un service de santé et les interventions. Merci et bienvenue, docteur Deschamps. Bonjour à tous. J'ai l'occasion de partager avec vous les combinaisons idéales pour faire des prestations en santé dans l'ère de la COVID. Je parle en principe de la prestation de services de soins à Haïti. Comme vous le savez, GIESCO est une ONG, une institution de santé qui a travaillé en étroit contact avec le ministère de la Santé. Nous avons développé un modèle pour une approche intégrale, un modèle de service pour faciliter et pour contribuer à la réduction, à la prévention, la prise en charge et la prestation de services de soins aux populations. Nous visons principalement les populations vulnérables et le groupe de risque. Le point d'accès à nos services sont les VIH et la tuberculose ainsi que des infections y afférentes. Au cours des 3 dernières décennies, nous avons ajouté d'autres services pour aider les bénéficiaires des services précédents. Nous parlons de services prénatals, prise en charge de personnes co-infectées avec le VIH, des maladies cardiovasculaires et la santé en général. Ce département est centré sur les services à la communauté, la PrEP, la violence de genre, les activités sociales, le soutien social, des interventions de WASH, des écoles primaires et des écoles techniques et des microcrédits. Tous ces services-là sont intégrés dans un département de santé globale. Lorsque la COVID a commencé en 2020, GIESCO a maintenu ses services et a commencé à offrir d'autres services à toute la communauté pour éviter et pour traiter la COVID-19. Nous voyons ici des données qui sont vraiment intéressantes. Dans la partie supérieure à gauche, vous pouvez voir les courbes qui montrent que lorsque l'épidémie a commencé en Haïti en mars et il y a eu ensuite un pic en juin, c'était la première vague et la deuxième vague a eu lieu en janvier 2021 et la dernière vague que nous observons en ce moment en juin-juillet 2021. Mais dans la partie inférieure, nous voyons exactement ce que nous avons observé au GIESCO.
c'est-à-dire nous voyons en haut les données du pays et dans la partie inférieure, nous voyons les données GESCO. GESCO est le principal centre de traitement pour le VIH et la tuberculose. Nous accueillons ici donc des populations vulnérables qui viennent chercher des services et de soins dans le contexte de la COVID. Ce que nous avons fait chez GESCO, c'était cela. Nous avons fait une analyse rétrospective pour évaluer l'impact de l'épidémie sur l'accès aux services de santé que nous offrons. Et comment a répondu GESCO pour fournir ce continuum de prise en charge et de soins à nos patients? Nous avons formé notre personnel pour qu'il puisse comprendre que nous faisions face à une nouvelle épidémie, une pandémie. Nous avons renforcé notre système de suivi des patients et la distribution des médicaments dans la communauté. Ici, les travailleurs allaient au foyer des patients pour leur donner les médicaments parce que, bien sûr, nous visons des patients infectés par le VIH et par la tuberculose. Nous avons entamé la surveillance de la COVID dans tous nos services et dans les 2 centres dont nous disposons, GESCO au centre de la ville et GESCO au nord de la zone métropolitaine. Et avec le ministère de la Santé, nous avons travaillé dans la frontière avec la République dominicaine, à Malpass et à Wanamint. Nous avons renforcé la mobilisation de la communauté sur la COVID et nous avons renforcé aussi la capacité des laboratoires. Nous avons créé 2 unités de 50 lits dans les 2 centres GESCO. Nous voyons ici l'impact de la COVID-19 sur les services que propose GESCO. L'épidémie a débuté en mars, comme vous le voyez sur l'image, mais nous avons remarqué une réduction soudaine du nombre de personnes qui recevaient des services entre avril et juin, ceux qui venaient faire des tests pour le VIH, ceux qui venaient se faire traiter avec la trithérapie et ceux qui venaient vérifier leur charge virale. Lorsque nous parlons de violence de genre, ce département a observé la même chose entre avril et juin. Par suite des mesures de confinement déclarées par le gouvernement pour éviter la transmission de la COVID, il y a eu aussi une réduction des consultations sur tous les services et nous avons vu le même effet au niveau national. C'est le ministère de la Santé qui nous a informé de cela par rapport à l'ensemble des personnes qui se faisaient faire le PCR et qui sont exposées au VIH. Il en est de même pour la tuberculose et il y a eu moindre prestation de services jusqu'en juin pour les services prénatals. Il en est de même pour le nombre de personnes qui venaient recevoir le traitement et qui allaient être intégrées dans les nouveaux programmes. Mais nous voyons que l'épidémie n'a pas eu d'impact négatif sur l'objectif 95-95-95 de l'OMS pour connaître l'état sérologique, avoir une thérapie de manière continue et pouvoir supprimer la charge virale. Nous voyons ici les données de patients co-infectés par la COVID et le VIH, 22% des patients étaient co-infectés par la COVID, mais nous voyons qu'il n'y a pas eu d'impact négatif sur le déroulement de la maladie. Lorsque nous voyons des retentions, perte de vue dans le suivi ou décès, GESCO a été le premier centre d'Haïti où l'on a pu commencer à vacciner la population contre la COVID. À l'heure actuelle, c'est un programme national depuis juillet. En conclusion, je veux dire que depuis le premier jour, notre institution a créé un programme de surveillance pour faire le suivi de la pandémie de la COVID à Haïti. Il y a eu 2 centres d'attention ou 2 centres de prise en charge et on a développé des guides et on a entraîné plus de 2000 personnes parmi les personnels de santé pour continuer à fournir des services de santé pour le VIH-Sida. Le COVID-19 a eu un impact sur ce type de service dans GESCO, surtout pendant la période du confinement. Avec le grand effort de nos partenaires locaux internationaux,
Haïti a pu, disons, faire face à cette pandémie de COVID-19. Pour ce qui est du VIH, la survie et le suivi ont pu continuer leur traitement. Merci beaucoup de votre attention. Nous vous remercions, Dr Deschamps. Nous allons maintenant écouter le Dr Samantha Nicholson-Spence. Le Dr Nicholson-Spence est diplomate. Elle est directrice de la direction des États-Unis de médecine interne et membre de l'hôpital en Jamaïque. Elle présentera pour nous aujourd'hui la COVID-19 et la VIH dans les pays anglophones de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous vous cédons la parole, Dr Nicholson-Spence. Soyez la bienvenue. Okay, let's look at the effect of COVID-19 on HIV and other health programs. Nous allons donc voir l'effet de la COVID-19 sur le VIH et sur d'autres programmes de santé au niveau local. Je m'appelle Samantha Nicholson-Spence, responsable du département de médecine de l'hôpital public Kingston à Jamaïque, l'hôpital multidisciplinaire le plus grand du pays. Au début, il y a eu une certaine crainte pour ce qui est de la vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH face au COVID-19 et avec des maladies critiques ou graves telles que, mais comme la maladie était récente, la COVID-19, il y avait des seuils très faibles pour l'isolement des personnes ayant des symptômes respiratoires ou gastro-intestinaux et les seuils semblaient être beaucoup plus faibles encore pour ceux qui vivaient avec le VIH. Il y avait de ces personnes qui étaient isolées très souvent dans des salles d'isolement, très souvent, parfois par un soupçon de COVID-19, tout simplement parce que ces personnes présentaient une toux, une fièvre, la diarrhée ou une agitation. Comme nous le savons, ce type de causes font que les gens qui ont le VIH se présentent dans les salles des urgences, dans le service des urgences. Lorsque j'ai fait une révision de nos données, nous avons fait une analyse initiale pour voir les statistiques de notre hôpital pour les données de mars à octobre 2020. Et nous avons isolé 708 patients pour une maladie respiratoire aiguë ou SARS. 217 parmi ces patients étaient des cas positifs de COVID-19. En violet sur le camembert, nous voyons les résultats que nous n'avons pas pu avoir, qui n'ont pas pu être transmis. Lorsque nous avons réduit les cas au pic des cas, ce qui était enregistré entre août et octobre 2020, si nous regardons cela en détail et que nous faisons une ventilation en fonction des comorbidités, nous voyons que le VIH n'est pas fortement représenté. L'objectif de cette étude était d'analyser les caractéristiques de mort versus survie pour voir quels patients allaient plus probablement mourir. Et on a déterminé que le VIH était l'un des composants qu'il fallait analyser pour déterminer s'il servait à analyser et prédire la mortalité. Au point de vue statistique, cela n'a pas été significatif, mais cela pouvait être dû au faible nombre de cas. Il n'y avait que 6 patients pendant cette période qui étaient VIH positifs, et ceci dans une cohorte d'un peu plus de 100 patients. Dans une autre étude en cours, nous analysons l'effet du curcuma sur la mortalité et le cours de la maladie par COVID-19. Cette étude n'est pas spécifique pour des patients VIH. Et cette étude considère toutes les comorbidités sur une période de 60 jours entre janvier et avril 2021. Cette positivité entre les patients ayant VIH n'a pas été significativement importante. Seulement une patiente sur 117 a été VIH positif. 2 patients ont été exclus parce qu'ils se sont présentés et ils sont décédés dans les 24 heures après leur présentation. Les chiffres nationaux du VIH estiment qu'il y a environ 32 615 personnes vivant avec VIH partout dans le pays. Et dans la région de Kingston et Saint-André, il y a 9 674 cas actifs et informés, rapportés. Dans cette même région, il y a 14 419 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020. Si l'on tient compte de ces chiffres et le fait que notre hôpital est l'hôpital
le plus important de la région, on pourrait s'attendre à un chiffre plus grand de patients VIH ayant la COVID-19 aussi, mais ce n'est pas le cas. Et nous en sommes étonnés. Et cela nous fait poser la question de voir pourquoi il n'y a pas davantage de patients souffrant de VIH et de COVID-19. Il y a plusieurs hypothèses. L'une d'elles est la suivante. Ces personnes respectent de manière stricte les guides de prévention du COVID, le masque, le port du masque, éviter des réunions nombreuses et respecter les protocoles de stérilisation et de désinfection. Ces personnes souffrant de VIH respectent peut-être plus les protocoles parce qu'elles sont beaucoup plus conscientes des risques de contracter la COVID-19. Mais ces personnes vivant avec VIH sont en général marginales et elles n'assistent peut-être pas à des réunions comme le font les personnes qui n'ont pas le VIH. Voilà donc pourquoi le risque d'infection de ces patients-là est peut-être plus réduit. Mais au-delà de cette constatation, il faut savoir si ces patients VIH sont dûment protégés. Le diagnostic de COVID-19 chez les patients VIH n'est pas différent des patients n'ayant pas le VIH. C'est le même processus. C'est test rapide d'antigène et PCR. Et le rare cas VIH et COVID-19 semblait avoir une présentation semblable, mais il y a eu des cas d'insuffisance respiratoire accélérée. Il s'agit de patients qui avaient des valeurs très faibles d'oxygénation, 40, 50, 60, dyspnée et épuisement, et qui sont décédés dans les 24 heures suivantes. Cette présentation n'est pas tellement inusuelle et généralement, ils ont une septicémie lorsqu'ils viennent dans les urgences. Je suppose que ces patients sont dans cette catégorie inconnue parce qu'ils se présentent et ils meurent tellement vite, même avant de pouvoir être soumis à l'écouvillonnage par le personnel médical. Voilà ce que nous avons vu chez les patients VIH. Mais comme le nombre des cas n'est pas très élevé, il y a une situation ou une présentation semblable à celle de la plupart des patients COVID qui ne souffrent pas VIH, mais il y en a qui ont un PCP, des infiltrats bilatéraux, une hypoxie forte et une toux qui n'est pas très forte. Cela pourrait nous faire conclure que entre les deux maladies et par suite de notre capacité limitée pour faire des analyses PCP au niveau local, la gestion de la PCP doit être empirique, surtout si le compte de CD4 est faible, parce que la COVID-19 et le PCP ressemblent en quelque sorte. Nous voyons que la gestion d'un patient COVID-19 dont nous savons qu'il souffre de VIH doit impliquer l'utilisation de cotrimoxazole. Et si le patient montre une hypoxie, on utilise la prédnisolone suivant le protocole PCP au lieu d'utiliser la dexaméthasone. Nous observons aussi des cas des lésions rénales. Même si cela est courant chez les patients ayant la COVID-19, nous voyons aussi qu'il y a de nombreux cas d'insuffisance rénale chez les patients souffrant de VIH et de COVID-19. Comme nous l'avons dit, il y a une interaction entre les deux. Au début de la pandémie, on a proposé ou on a dit que la VIH protégeait les patients contre la COVID-19. C'était l'une des théorie proposée et c'était le fait que le traitement antirétroviral aide à supprimer le SARS-CoV-2. Cela a été démontré in vitro et avec cela pourrait être utilisé aussi in vivo. On l'a démontré avec le tenofovir qui ne s'utilise plus et avec le lopinavir. Le COVID-19 a une réponse immunitaire déréglée qui implique un dommage très fort avec une personne ayant VIH a le système immunitaire supprimé. Donc, la réponse au COVID-19 est supprimée, mais ce n'est qu'une hypothèse. Les études ont prouvé qu'il y a un peu de ces deux facteurs. Ces études ont démontré que il y a que peut-être quelque chose qui se rapporte à des patients qui ont le VIH ou la COVID-19 ou qui ont un seuil de maladie moins grave, mais il y a d'autres études qui ont démontré le contraire.
ont démontré une forte association entre les comptages de CD4 et les cas de COVID-19. Donc, le comptage de CD4 inférieur à 200, il y a eu une progression de la maladie COVID plus grave. Et la différence a été statistiquement significative. Cette étude a démontré aussi qu'il y avait des effets indésirables aussi pour des patients avec un compte CD4 inférieur à 200. Donc, on a établi le lien entre COVID-19 et VIH. La plateforme clinique mondiale de l'OMS pour la COVID-19, par suite de cette différence dans la bibliographie avec des études contradictoires et avec des analyses montrant que les patients VIH ont de meilleurs résultats avec la COVID-19 et ayant d'autres qui prouvent le contraire, l'OMS a analysé des données de 37 pays. Il y en a eu 24 qui ont informé de données des patients ayant COVID et VIH. Ce qui faisait qu'il y avait un soupçon de patients ou des patients évalués et suspectés qui avaient COVID-19. Cela concernait l'Afrique et en Afrique, la plupart des patients venaient de l'Afrique du Sud. Donc, les données représentent surtout la population sud-africaine. Il y a aussi des données de l'Amérique latine et en particulier du Chili. COVID-19 who were in fact HIV positive. When we look at the orange box, which represents deaths, lorsqu'on analyse Nous voyons ici le ici la résultat des partie patients jaune. atteints de VIH, on voit que dans le cas de la maladie sévère critique par rapport à la maladie légère modérée, on a plus de morts dans le groupe de maladies graves, mais on devrait avoir plus de morts dans la maladie grave et ce n'est pas le cas pour le COVID-19. Donc, cela suggère que le résultat est pire même chez les patients légers et modérés. Ici, on voit que 16% des patients atteints de maladies modérées sont morts. Cela suggère à nouveau que les patients atteints de VIH ont un résultat qui est pire lorsqu'ils sont atteints de COVID aussi. Lorsqu'on analyse le résultat relatif du risque, apparemment le VIH est un facteur de prédiction indépendant d'un résultat pire ou d'une maladie critique sévère par COVID-19. Cette différence est statistiquement significative reste quand on ajoute une autre variante comme l'âge, le genre, le diabète et l'hypertension. Ce résultat est donc important et en fonction de cela, on a constaté que la mortalité était de 23% entre patients atteints de COVID-19 vivant avec le VIH et le risque de maladie grave ou fatale de 30% supérieur dans cette population. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces données provenaient principalement d'Afrique du Sud. Quand on a ajusté les données et qu'on a exclu les données d'Afrique du Sud, on a perdu l'importance statistique qui démontrait que les patients atteints de VIH avaient un résultat pire face au COVID-19. Donc, cette relation n'était plus significative au niveau statistique. Donc, cela est lié avec l'Afrique du Sud. Et il s'agit d'une investigation qui continue, bien sûr. Je voudrais maintenant parler d'autres programmes de santé affectés par le COVID-19. Comme vous le savez, la COVID-19 et tout ce qui implique la toux et l'essoufflement, tout cela est lié à la COVID. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Les personnes qui ont des maladies chroniques sont isolées. Les patients atteints de maladies pulmonaires interstitielles, asthme, cancer, maladies métastasiques sont isolés et cela affecte leur niveau de prise en charge parce que le fait d'être dans une salle d'isolement affecte la façon dont ils vont interagir avec le reste des gens et les études, les examens qui se feront sur ces personnes, sur ces patients qui peuvent être atteints d'un infarctus et on pense qu'ils ont le COVID. Donc, il y a aussi un détournement des ressources au moment où il y a une pression économique parce qu'il y a moins d'argent disponible puisque l'argent est utilisé pour la COVID-19. Cela va
affecter d'autres programmes de santé, ainsi que les chirurgies programmées, les chirurgies non urgentes. Il y a des retards dans les traitements, dans la chimiothérapie, la radiothérapie. Tout est retardé à cause donc de cet impact que le COVID a sur le système de santé. Et la même chose pour les services ambulatoires qui sont réduits parce que le personnel est affecté. Et on doit, surtout quand on a beaucoup de patients atteints de COVID, et cela va avoir un grand impact sur le système de santé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous trouverez mes références ici et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Nicholson. Nous allons maintenant présenter le Dr. José Ledesma. Le Dr. Ledesma a été conseiller de la direction du ministère de Santé publique de VIH entre 2011 et 2021 et il est actuellement médecin du service d'infectologie de l'hôpital général de la santé. Et il va nous parler du VIH au COVID au niveau de la République dominicaine. Docteur Ledesma, vous avez la parole. Merci. Donc, nous allons parler de la réponse face au COVID du point de vue de la République dominicaine. Dans la République dominicaine, pendant la pandémie de la COVID-19, on a travaillé pour répondre à la situation de la pandémie et on a fait cela à travers un processus d'urgence qui a été mis en place en mars 2020 avec des directives ministérielles et en juin 2020, on a eu une réponse du gouvernement pour travailler dans différentes institutions de la santé et à travers des lignes directives. Et en février 2021, on a travaillé sur la consolidation des processus à travers des documents et recteurs du VIH. Et on a parlé des preuves que l'on avait découvertes concernant l'infection VIH-COVID. On a parlé du processus d'urgence auquel nous avons dû faire face en mars 2020. On a déclaré la pandémie de COVID-19 en mars 2020 dans notre pays. On a commencé à travailler pour développer une ligne directive ministérielle permettant d'innover et d'offrir des stratégies au niveau de la communauté centrées sur l'utilisateur et s'assurer l'accès à la thérapie antirétrovirale pour la population qui vit avec le VIH. On a travaillé sur différents moments. Le COVID-19 a impliqué l'amplification de la stratégie de remise de médicaments pour plusieurs mois. On donnait ces médicaments pour plusieurs mois et on a amplifié les mois pour les patients qui réunissaient certains critères jusqu'à plusieurs mois de médicaments pour que ces patients puissent rester chez eux et continuer à suivre leur traitement. On a travaillé sur des stratégies pour remettre les traitements chez les gens. On a travaillé au niveau des unités pour les patients qui ne pouvaient pas se rendre dans ces centres communautaires. On a travaillé sur un suivi des usagers à travers le WhatsApp et autres types d'appels. On envoyait des messages de texte aux patients pour maintenir un contact entre notre service et le patient. Et on a mis en place des actions pour les populations les plus en risque, comme les femmes enceintes et les migrants, des groupes clés pour répondre immédiatement face à tout problème qui pourrait surgir dans ces groupes. Et ensuite, on est passé à un processus de normalisation en juillet 2020. On a travaillé sur l'ouverture du système de santé et des services de santé et on a dynamisé l'économie et on a travaillé sur les lignes générales pour normaliser la fourniture de services de santé face à la pandémie de COVID. Dans ce document, il y a une partie qui est intéressante dans laquelle on établit les normes et des mesures destinées au programme de santé avec une approche spéciale pour ces groupes vulnérables dans lequel on a inclus le VIH et on a mis l'accent sur la
la possibilité d'éviter de stigmatiser ces personnes ou les personnes co-infectées COVID-19 et VIH. On a travaillé sur l'étape de consolidation. À partir de février 2021, on a développé un document de normes qui permet d'offrir des normes pour la prévention et le soin des infections de transmission sexuelle, du virus VIH et des hépatites en République dominicaine. Donc, on a établi les normes pour institutionnaliser ces stratégies de prévention et de soins en fonction des utilisateurs dans le cadre de la pandémie de COVID. La pandémie nous a montré que les services de soins suivis et de prévention dans la communauté sont un complément des soins qui sont donnés dans les institutions en général. Par conséquent, tous ces services liés au VIH avec le COVID devaient être pris en compte dans ce document et de façon à tenir compte de tout type de problèmes de santé qui pouvaient surgir en utilisant chaque groupe de référence. La pandémie nous a appris que les services de santé peuvent être offerts à l'extérieur des établissements, nous a aidé à penser aux besoins des utilisateurs et à coordonner les secteurs externes pour une réponse efficace et durable du VIH avec la COVID-19. Nous voulons remercier le ministère de la Santé et le CDC, le SAI, le OPS, le Service national de la santé, le HIS Consulteur et la société civile et le réseau de personnes vivant avec le VIH qui nous ont permis de travailler avec eux pour garantir une optimisation de la prise en charge des personnes atteintes de VIH et de COVID-19. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ledesma. C'était très précis et bref, donc nous vous remercions et nous allons maintenant présenter le docteur Miguel Morales. Miguel Morales est médecin, président de l'atelier vénézuélien de VIH, une ONG vénézuélienne qui plaide pour les droits des personnes vivant avec le VIH. Le docteur Morales va nous présenter un travail sur la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH. Docteur Morales, vous avez la parole. Bien, bonjour à tous. Je suis le docteur Miguel Morales. Je suis spécialisé en maladies infectieuses. J'appartiens à l'atelier vénézuélien du VIH et je travaille avec l'Association panaméricaine d'infectologie. Aujourd'hui, dans ce symposium, dans le cadre de la pandémie, la réponse au VIH en Amérique latine et aux Caraïbes, suite au 20e congrès de l'Association panaméricaine et de l'Association internationale de SIDA, je vais vous parler de prévention, traitement et prise en charge médicale du VIH et dans mon pays. Ici, vous voyez le rapport d'ONU-SIDA de 2020. On voit qu'on a de nouvelles infections de VIH avec 5200. On n'a pas de mort dû au sida. Et on a des personnes, selon ce rapport, qui vivent avec le VIH dans notre pays, à environ 110 000 personnes. Et dans le contexte, ici, vous voyez la prise en charge, 90, 90, 90. Ici, vous voyez que nous sommes un petit peu pas très bien placés par rapport aux autres pays de la région, je dirais. 62% des personnes ont un diagnostic de VIH, connaissent leur état sérologique. Dans le deuxième 64% de ces patients qui atteints de VIH prennent un traitement antirétroviral. Et comme vous le voyez ici, nous n'avons pas de données de charge virale à cause des défaillances qui existent dans nos pays ces dernières années. Donc, nous avons zéro. Donc, ici au Venezuela, nous n'avons pas ces données. Elles ne sont pas recueillies. Ici, nous avons les données du programme national. Nous comparons les 3 dernières années, 18, 19 et 20. En 2018, nous avions 65 000 personnes. Et l'année suivante, c'était la moitié. La même population au niveau national atteignait 31 000 et quelques personnes vivant avec le sida. Donc ici, cela ne figure pas sur ce graphique. Il y a eu beaucoup de morts à cause du VIH
et il y a eu beaucoup de manque de traitement antirétroviral pendant cette époque-là et beaucoup de patients atteints de VIH ont aussi migré, hein, ont quitté le pays, sont partis ailleurs et c'est pour ça qu'on a cette baisse. Ensuite, en 2020, on a 82 000 et quelques cas avec un VIH confirmé selon notre programme du VIH national. Donc, chacun de ces points a été discuté. On a fait certaines choses, mais il est important de reconnaître et de le savoir, hein, et de s'en souvenir parce que ce sont des choses que nous devons résoudre sous peu. Donc, au niveau de la continuité des normes, je vais vous en parler. On doit donc passer à une thérapie avec TARP. On doit donner un accès à la thérapie PrEP, pénicilline, on en a utilisé peu ces dernières années, les micronutritifs et succédanés, il n'y en a pas beaucoup, et le contrôle qui se fait à travers les organisations non gouvernementales. Le renforcement des capacités de continuité de l'accès au suivi, qui est lié bien sûr à la partie de la charge virale CD4, tests de résistance, tests de maladies opportunistes, tout cela nous n'avons pas reçu. Augmenter la capacité d'utiliser les gènes experts pour accéder à ces tests. On n'a pas reçu le premier appareil de gènes experts dans notre pays et au niveau des charges virales, on a seulement quelque chose qui nous est arrivé qui date de 2019 et que nous avons utilisé, mais qui ne suffit pas. Donc, amplification de l'accès à la prévention et tests de dépistage, diagnostic de VIH. Donc, nous avons un niveau de prise en charge correct, éviter la stigmatisation qui augmente, les tests de LISA qui n'a pas été constant, et le test ELISA, les tests de VIH syphilis qui sont arrivés mais de manière insuffisante grâce à ONU-SIDA et on a donc utilisé tout cela de manière correcte au niveau des mers, par exemple, pour éviter la transmission verticale, mais ce n'est pas aussi efficace que cela devrait être au niveau national. Et bien sûr, des préservatifs, nous n'avons pas assez de matériel dans ce sens non plus. Améliorer le contrôle, nous ne pouvons pas le faire si nous avons des faiblesses dans les autres points. Former le personnel de santé, les épidémiologues, parler des indicateurs pour voir quelles sont les choses que nous devons demander à l'État, les études nationales de veille et de résistance, de contrôle de résistance, qui n'existent pas. On n'a rien fait. On a fait une première tentative pour demander, pour envoyer des échantillons pour voir les résistances, mais ça en est resté là. Ici, vous voyez ce qu'on a utilisé comme antirétroviral, un traitement antirétroviral, et grâce à différentes organisations, vous voyez ce que vous voyez ici, et on a commencé, on a détaillé, on a décidé que dolutegravir était bien pour commencer le matériel et ensuite un schéma alternatif Bacavir et 3TC avec dolutegravir seul. Donc, situation seule, on suivait les recommandations, mais nous n'avons pas eu ce type de médicaments parce qu'il y a eu pendant 6 mois un manque pendant l'année 2018 de médicaments et lorsque les médicaments sont arrivés, on avait seulement tel des coformulés ou tenofovir ou abacavir 3TC, mais il n'y avait pas le dasanavir, il nous manquait. Donc, ces faiblesses, voilà, vous les voyez ici sur l'écran, il y a des points critiques qui font que cette crise continue, le problème du VIH continue au Venezuela, manque d'engagement pour respecter les stratégies objectifs, difficulté pour acquérir des antiviraux, des ARV pédiatriques et pour les femmes enceintes, difficulté pour faire des tests diagnostiques, manque de réactifs, problème pour donc faire les analyses pour hépatite. Nous n'avons pas de PPD depuis plusieurs mois. Donc, ce sont différents aspects que l'on doit considérer. Des difficultés pour acquérir des préservatifs, des DIU aussi, ça n'existe plus ici. Il n'y a pas de traitement pour les maladies opportunistes depuis 6 ans. Il y a
des problèmes pour acquérir le caoutchouc et donc les camions ne peuvent pas circuler à l'intérieur du pays. Nous avons même ce type de problème. Comme vous le savez, le problème de l'essence aussi qui existe. Donc, il y a tellement de problèmes que tous ces points critiques deviennent de plus en plus graves et on n'a aucune possibilité de résoudre tout cela. On a le soutien de l'OPS, de l'UNICEF qui nous aident avec leurs camions pour faire ces distributions. Mais je dirais que on essaie toujours d'avoir un plan B, mais il y a toujours des retards, une certaine lenteur, des problèmes de distribution et tout cela a un grave impact sur la santé des personnes atteintes de VIH. Il y a un manque de campagnes éducatives et de prévention. Il y a des difficultés pour la distribution des ARV dans les pharmacies, des difficultés pour la distribution équitable des stratégies de prévention, des difficultés de ressources pour l'acquisition des ARV d'antirétroviraux préventifs. Il n'y en a pas. Nous avons demandé depuis 6 mois, nous avons envoyé une lettre au ministère de la Santé concernant l'importance de cette stratégie, mais nous n'avons pas reçu de réponse. La difficulté pour réaliser des analyses laboratoires de base dans les services publics parce qu'il n'y a pas de personnel spécialisé et les matériels nécessaires. Et il y a un manque aussi au niveau des services publics. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de personnel. Donc, tout cela fait qu'il est très difficile d'exercer du point de vue donc social, politique, etc. La situation donc du VIH dans notre pays est très complexe. Voilà. Et les questions clés, je crois qu'on en a déjà parlé. Nous allons les revoir ici pour conclure cette présentation. Et insuffisant antirétroviraux. Et nous avons toujours des problèmes donc de matériel, ordres gouvernementaux et donc insuffisants pour soutenir le traitement sans interruption du VIH. On a des arrivées de 6 mois, ensuite de nouveau il y a des défaillances et donc si tout cela n'arrive pas en temps voulu et en quantité voulue, on ne peut pas continuer ce programme. La société civile participe au suivi de la situation. Il y a des rapports, des informations qui circulent pour qu'on puisse améliorer la prise en charge ou aider à améliorer cette situation. Il n'y a pas de médicaments pour la prophylaxie, le traitement d'infections opportunistes. Il n'y a pas de test de charge virale. Et à la fin, jusqu'à 2020, on a pu en utiliser celle de 2019, mais ensuite, ça s'est arrêté. Cette année, on a de nouveau pu le faire, mais on n'a plus de charge virale et donc on n'a pas reçu le matériel de l'année 2020, donc tout est très lent. Capacité limitée de tests VIH et nous n'avons pas de préservatifs et de lubricants et pas de campagne éducative. Donc voilà, ce sont des faiblesses contre lesquelles nous devons lutter. Et pour conclure, je dirais que les programmes nationaux sont toujours critiques pour opérer, pour travailler en association avec les associations et garantir la cohérence technique, la distribution coordonnée de produits et la prestation de services. Les organisations de la société civile qui représentent les communautés affectées, les associations professionnelles, le monde académique jouent un rôle important dans la réponse, y compris dans le contrôle social des produits de base. Le plan maître qui a été lancé au Venezuela est un outil dynamique central pour coordonner la programmation du VIH, de la tuberculose, de la malaria et le soutien et le contrôle de la réponse. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Les brèches importantes du soin primaire doivent être abordées de manière urgente. Traitements antirétroviraux, médicaments pour les maladies opportunistes, laboratoires, outils de prévention, tout cela n'existe pas et nous avons de grosses difficultés dans ce sens. Nous devons aussi améliorer le flux, la ponctualité des échanges d'informations entre les membres pour maintenir ce plan maître, le gouvernement, les Nations unies et d'autres organisations qui sont à l'extérieur du pays, l'USAID par exemple, des organisations de la région, des pays voisins, tout le monde collabore pour nous aider et les dons doivent être alignés en fonction de la gamme de produits indiqués dans le plan maître et inclure des articles de qualité pour pouvoir
donc mettre en place ces systèmes de prise en charge du VIH. Nous avons besoin de davantage de solidarité au niveau mondial. Il s'agit d'une responsabilité partagée et je pense que c'est important. Nous sommes en 2021. Nous envoyons un SOS au niveau du Venezuela. Nous avons besoin de votre aide à tous et à travers les accords multilatéraux et les stratégies entre différents pays et organisations internationales qui peuvent nous aider pour que les personnes atteintes de VIH puissent vivre mieux et avoir une prise en charge meilleure. Thank you to all the speakers who did a great job. We now Merci have beaucoup à tous les orateurs. Ils ont fait d'excellentes présentations. Maintenant, nous avons l'occasion de poser des questions. Veuillez écrire vos questions sur la fenêtre de questions-réponses et nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. S'il n'y a pas encore de questions, j'aurai le privilège de poser la première question. Omar, notre ami Omar, pourriez-vous mentionner de manière spécifique comment la pandémie COVID a porté atteinte au programme VIH en Argentine? Je crois que le problème de la COVID sur les personnes souffrant VIH a porté atteinte d'une manière directe, comme Samantha le disait. Il y a une discussion très importante sur l'impact réel parce qu'il est assez clair que les personnes ayant moins de 500 CD4 souffrent d'un risque plus grand. Et pour les personnes les plus âgées ou les personnes ayant des antécédents de tuberculose présentent davantage des risques. Mais l'impact négatif de la COVID en Argentine et partout dans les pays de l'Amérique latine concerne le fait de freiner toutes les interventions qu'il y avait sur les programmes d'élimination du VIH. En Argentine, en février 2020, on allait commencer le programme PrEP et la COVID a fait que cela a été retardé. Ce lancement a été retardé et ce n'est que maintenant que nous allons commencer. L'autotest n'est pas mis en œuvre et la PrEP vraiment devrait être, la COVID devrait renforcer cette idée d'aller faire des tests sans avoir à aller à l'hôpital. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore en Amérique latine. L'aspect positif concerne le fait que dans nombreux pays, on a fait pour la première fois en Argentine un traitement pour 3 mois. En Argentine, c'est de la folie. Obliger les patients à venir chercher chaque mois leur traitement à l'hôpital. Donc, cela a pu commencer à être fait. Mais d'une manière générale, et comme le disaient nos collègues auparavant, la peur des personnes ayant VIH, le manque de ces services a fait qu'il y a eu une réduction de 50% de réduction dans les chiffres du diagnostic. Il y a des gens donc qui ne sont pas traités et des gens qui vont avoir une maladie avancée d'ici 2-3 ans pour lesquels il va falloir augmenter la prise en charge. Dans des revues internationales, on a vu augmenter de 10% la mortalité par les complications ou les effets indésirables associés à l'HIV par le problème d'accès provoqué par la pandémie de la COVID et cela se passe partout dans la région à peu près. Merci beaucoup. Une autre question pour nos orateurs. Quel est le niveau de difficulté qui se présente lorsque nous essayons d'appliquer le traitement antirétroviral directement chez les patients? C'est une difficulté pour les personnes vivant avec le VIH. Qui pourrait répondre à cette question? Do you want me to repeat the question? Yes, please. Pourriez-vous répéter la question? The audience wants to know what is Oui, s'il vous plaît. Le public voudrait savoir quel est le niveau de difficulté ou les difficultés
dans les programmes pour livrer les traitements et les services antirétroviraux dans les foyers, si l'on tient compte de la stigmatisation, la discrimination, etc. Docteur Ledesma. Je crois que le docteur Ledesma n'entend pas bien. Je crois que les programmes en Amérique latine ne tiennent pas compte des services qui sont fournis comme des services proactifs. Ils sont spécifiés dans un contexte d'hôpitaux ou, comme Pedro Can le dirait, avec une sélection darwinienne. Ceux qui luttent pour cela parviennent au traitement et l'obtiennent. Mais il n'y a pas de souci pour les patients qui n'ont pas pu venir chercher leur traitement. Donc, la question n'est pas soulevée comme si c'était l'obligation de suivre les patients. Et c'est pourquoi il n'y a jamais un investissement pour faire venir les patients avec le transport ou en leur facilitant les rendez-vous ou les horaires. Et bien sûr, l'on pense moins encore à livrer les médicaments dans les domiciles des patients. Et ce n'est même pas pour pour les patients qui peuvent payer pour cette livraison. Cela ne se fait même pas dans cette situation en Amérique latine. Donc, il faut changer la notion. Il faut travailler sur la qualité, sur l'efficacité pour pouvoir parvenir à de plus grandes innovations. Au Brésil, il y a des expériences intéressantes. Le programme de Rio de Janeiro a mis en œuvre l'autotest et la livraison du test de la PrEP chez le patient, justement pour soutenir un projet qui est très important avec le Mexique et le Pérou. Heureusement, cela a pu être intégré dans le reste des traitements et de la prise en charge. Je crois que nous devons copier ces modèles et donner aux patients ces possibilités. Je comprends qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour livrer le médicament ou le test chez le patient, mais pour les personnes qui peuvent le payer, il faut quand même qu'ils puissent intégrer ces outils électroniques pour demander qu'on vous livre des médicaments chez vous, par exemple. José, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais dire quelque chose. C'est quelque chose de très difficile. Nous avons des problèmes dans différents pays de la région pour obtenir ces antirétroviraux dans nos pharmacies et dans nos hôpitaux. Et c'est vraiment très difficile et problématique cette logistique de la livraison chez le patient. Bien sûr, comme Omar le dit, c'est une tentative d'un suivi plus fort et de renforcement du lien qui doit exister entre les patients et le système. Mais je pourrais dire que c'est quelque chose de très difficile et c'est très difficile aussi d'évaluer la question de la stigmatisation et la discrimination. Et il faut être très attentif lorsque l'on a une discrétion. Il faut avoir une discrétion lorsqu'on livre le médicament chez le patient pour que cela ne provoque pas une stigmatisation, une discrimination de la personne dans la communauté où elle vit. C'est un sujet très difficile à gérer, mais c'est une tentative de nous rapprocher des personnes vivant avec le VIH et leur faciliter l'accès au traitement. J'ai une autre question très rapide pour le docteur Deschamps, du docteur Paulino. Vous avez mentionné dans votre présentation que vous travaillez dans la frontière avec la République dominicaine. Est-ce que vous avez un résultat pour présenter ici? Nous avons vu que la prévalence était élevée plus dans la capitale que dans la zone frontalière, mais nous devons faire attention parce que dans la zone frontalière, nous avions des IOM qui étaient une dose de choix. On envoyait certaines études pour que nous fassions les tests et au début, cela était moindre. Dernière question, les patients souffrant de VIH-Sida devraient-ils avoir un rappel du vaccin? C'est une question très difficile, docteur Pape. Juan Pillavottian a parlé et a dit que 75% des patients souffrant de VIH avaient des anticorps par rapport à 96 ou 97% chez des patients VIH négatifs. Ceci
nous a fait réfléchir sur une répétition de la vaccination ou un rappel du vaccin aux patients souffrant de VIH ou au moins voir quelle est la production des anticorps. On voit la réponse, le compte cellulaire, mais c'est un domaine où on fait des recherches et il faut attendre pour avoir davantage d'informations. Très bonne question, merci. Et merci à tous les orateurs. Nous allons maintenant, je vais parler pour conclure cette séance. La pandémie du COVID-19 due par la transmission a un impact négatif sur l'économie mondiale en Amérique latine et aux Caraïbes aussi. Il a eu aussi un impact négatif sur d'autres programmes de santé. Au cours de la dernière année et demie, la pandémie COVID-19 a mis à l'ombre la pandémie de 40 ans de HIV-Sida. Nous avons entendu 5 membres du panel qui parlaient de l'impact de la COVID-19 sur les programmes VIH-Sida dans la région. La plupart des pays ont eu un impact négatif sur les programmes de VIH, tuberculose, au moins pendant quelques mois en 2020. La bonne nouvelle est que la plupart d'entre eux ont pu se récupérer de ce problème. Omar Sued de l'Argentine nous a présenté la réalité décourageante de la région, 20% de réduction des cas de VIH dans la région, au niveau mondial, mais 21% d'augmentation dans ces cas en Amérique latine et les Caraïbes. Il y a eu en plus une augmentation de 7% de morts dues au VIH et à la tuberculose. Et il a fait quelques recommandations utiles. Les travailleurs de la santé, les personnels de la santé doivent aborder la stigmatisation, la discrimination et donner des soins appropriés. Il faut éliminer la stigmatisation et la discrimination. Les autotests peuvent aider à réduire le nombre de cas de VIH dans la région. Il faut aussi augmenter l'utilisation de la PrEP. Il faut passer au régime de dolutegravir et nous avons besoin d'une participation de la communauté, les groupes de HSH, les femmes transgenres et les personnes vivant avec le VIH. Le docteur Miguel Morales a parlé des défis que doit relever le programme sur le sida dans son pays et qu'il continue d'affronter d'avant la pandémie. Le docteur José Ledesma de République dominicaine et le docteur Marie Deschamps d'Haïti ont parlé de mesures prises pour la prévention des patients souffrant de sida, la livraison des médicaments chez les patients. Le docteur Ledesma s'est centré sur les populations à risque, les femmes enceintes, les personnes âgées, les migrants et les populations clés et le besoin de normalisation des services de santé concernant la COVID-19. Le docteur Deschamps a présenté sur l'intensification des services de santé pour les patients VIH, la contribution de GESCIO dans le contrôle de la pandémie COVID-19 pour le suivi et les services de santé. Le docteur Samantha Nicholson-Spence de la Jamaïque a parlé de la question du VIH comme un risque pour ce qui concerne le fait de contracter la COVID sous forme sévère. Elle a mentionné qu'en Afrique, il semblerait que cela se passe surtout en Afrique du Sud, mais ce n'est pas tellement le cas dans d'autres pays. Il s'agit de toute manière d'un domaine où il faut continuer à faire des recherches de manière active. Cette pandémie durera encore longtemps. Nous avons beaucoup de travail à faire avant que tout le monde soit vacciné. Il y aura beaucoup de vagues de cette pandémie et il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes qui meurent ou qui aient des effets indésirables à long terme. Je veux remercier les membres du panel de leur contribution pendant cette séance, en particulier pour une année aussi spéciale avec autant de travail. Nous voudrions remercier aussi tous les participants et nous espérons que cette séance a pu vous être utile et intéressante. Nous espérons que l'information partagée pendant cette séance nous aidera à réfléchir
au niveau personnel et professionnel et que cela nous permettra de bien comprendre l'impact de la COVID-19 sur l'épidémie de VIH dans notre région. Nous voulons remercier tous les participants qui ont posé des questions pendant la séance questions-réponses et nous voulons vous demander de partager ces enregistrements avec les collègues qui n'ont pas pu participer live avec nous. Les enregistrements seront disponibles sur la plateforme virtuelle de l'IAS et du Global Fund de manière gratuite et vous pourrez visiter la plateforme quand vous le voudrez et voir les enregistrements qui seront disponibles la prochaine semaine. Je vous remercie vous tous. Nous espérons vous revoir pour la deuxième séance qui va commencer à 10h50 et qui aura lieu jusqu'à 12h20 pour ce qui concerne le thème de combattre les co-infections HIV et tuberculose. Connectez-vous en utilisant le lien pour la plateforme sur la session 2 comme vous l'avez fait